La prochaine date d'audience de Luigi Mangione ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Il lutte contre l'extradition, mais une montagne de preuves s'accumule contre lui. Mais parmi toutes les preuves, il s'avère que Mangione lui-même pourrait être son plus grand échec. Les experts l'ont étudié comme s'il s'agissait d'une sorte d'étude de cas. Ils savent exactement ce qui va le mettre à genoux dans cette salle d'audience. Quel est cet élément de preuve qui semble sceller son destin? C'est le genre de choses qui lui fait tout avouer. Découvrez tous les détails dans cette vidéo. Que savons-nous de l'affaire Luigi Mangione? En Pennsylvanie, Mangione devait répondre de 5 chefs d'inculpation, dont le port d'une arme sans permis, la contrefaçon, le mensonge sur son identité à la police et la possession d'outils pour une activité illégale. Le document affirme que Mangione a donné à la police un faux nom et qu'il portait une arme fantôme sans permis. Le rapport indique également que lorsque la police d'Altoona lui a demandé s'il s'était déjà rendu à New York, Mangione a évité de répondre directement. À New York, Mangione est accusé de graves délits, notamment de meurtre au second degré. Ce chef d'accusation s'applique lorsqu'une personne tue intentionnellement une autre personne ou cause la mort d'une autre personne en essayant de le faire. De rares exceptions, comme le fait d'agir sous le coup d'une détresse émotionnelle extrême, peuvent s'appliquer. S'il est reconnu coupable, Mangione risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il est également accusé de possession criminelle d'une arme au second degré. Cela signifie qu'il détenait une arme chargée, une mitrailleuse ou une arme à feu déguisée et qu'il avait l'intention de l'utiliser illégalement contre quelqu'un. Il s'agit d'un crime de classe C, passible d'une peine maximale de 15 ans de prison. Mangione est accusé de détention d'un faux instrument en raison de l'utilisation présumée d'une fausse carte d'identité. La loi interdit la possession de tout document falsifié, modifié ou complété de manière trompeuse, en particulier lorsque la personne sait qu'il s'agit d'un faux et qu'elle a l'intention de l'utiliser pour tromper, nuire ou escroquer quelqu'un d'autre. Ce délit est considéré comme un crime de classe D, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. L'accusation de possession d'armes au 3e degré à l'encontre de Mangione est appliquée dans les affaires impliquant des mitrailleuses, des bombes ou des armes à feu, détenues par une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation. Dans le cas présent, l'accusation découle probablement de la possession présumée d'un silencieux d'arme à feu. Il s'agit là aussi d'un crime de classe D, passible de la même peine maximale de 7 ans. Comme je l'ai dit précédemment, Mangione est accusé de meurtre au second degré, même s'il est accusé d'avoir directement tiré sur Thompson. Beaucoup se demandent pourquoi il n'a pas été inculpé de meurtre au premier degré. En droit canadien comme en droit américain, la principale différence entre un meurtre au premier degré et un meurtre au second degré est le degré de gravité. Le meurtre au 2e degré est un meurtre général, tandis que le meurtre au premier degré implique des facteurs tels que l'intention, la préméditation ou la planification minutieuse. Sur la base de ces critères, Mangione pourrait être inculpé de meurtre au premier degré. Cependant, la définition du meurtre varie en fonction des lois locales. Par exemple, à New York, le meurtre au premier degré ne s'applique qu'à des circonstances spécifiques, dont aucune ne s'applique au cas de Mangione. À New York, le meurtre au premier degré s'applique dans les cas où la victime est un agent de police, un secouriste ou un employé d'un établissement pénitentiaire de l'État. Il couvre également des situations telles que le meurtre d'une personne dans le cadre d'un acte terroriste ou le meurtre d'un témoin pour le réduire au silence. En outre, il inclut les meurtres sous contrat, où une personne est payée ou récompensée pour commettre le crime. Dans le cas de Luigi Mangione, on ne sait pas encore s'il invoquera la légitime défense ou d'autres circonstances atténuantes. L'ancien directeur adjoint du FBI, Andrew McCabe, a déclaré à CNN que les procureurs disposaient d'un dossier très solide contre Mangione. Il a expliqué que M. Mangione aurait été arrêté en possession d'un pistolet et d'un silencieux imprimé en 3D, dont la commissaire de police de New York, Jessica Tisch, a déclaré qu'il correspondait à l'arme utilisée pour le meurtre. M. McCabe a déclaré que porter cette arme, c'est comme porter une pancarte qui dit « C'est moi qui l'ai fait ». M. McCabe a qualifié l'affaire de simple et solide. Il a ajouté qu'il aurait été plus difficile de poursuivre Mangione s'il s'était débarrassé de l'arme et des fausses cartes d'identité avant son arrestation. Les autorités ont également trouvé un faux permis de conduire du New Jersey, portant le même nom que celui utilisé par le tireur pour s'enregistrer dans une auberge de Manhattan. Plus incriminant encore, un manifeste de 3 pages écrites à la main a été retrouvé sur Mangione. Il y assume la responsabilité du meurtre et critique les assureurs de santé qui profitent de la réduction de l'espérance de vie aux États-Unis. Il accusait les Américains de soutenir des sociétés comme United Healthcare dans leurs abus. Sur la scène de crime, les enquêteurs ont trouvé 3 douilles de balles utilisées et 3 balles non utilisées, chacune portant les mots « de lait »,« de nid » et « de pause ». Ils ont également retrouvé une bouteille d'eau, un emballage de bonbons et un téléphone qui appartiendrait au tireur. Les images de surveillance ont révélé une chronologie claire.
Le suspect a été vu marchant et parlant au téléphone, quittant la station de train F de la 57e rue et achetant du café, de l'eau et des barres de céréales dans un Starbucks près du New York Hilton Midtown. Il a jeté la tasse de café et la bouteille d'eau avant de se poster à l'extérieur de l'hôtel. Lorsque Thompson est arrivé au Hilton, le tireur a tiré plusieurs coups de feu, réparant même manuellement le pistolet lorsqu'il s'est enrayé. Le suspect s'est ensuite enfui à pied vers le nord, a fait du vélo dans Central Park, puis a été vu sur un vélo près de la 85e rue Ouest. Il est finalement monté dans un taxi en direction du nord, à l'angle de la 86e rue et de l'avenue Amsterdam. Le suspect, identifié grâce aux caméras de surveillance, est un homme blanc d'environ 1,80 m. Il portait une veste à capuche marron clair ou crème, un pantalon sombre, des baskets noires à semelles blanches et un sac à dos gris. Son visage était recouvert d'un masque noir et la police a noté qu'il savait manier les armes à feu. Les enquêteurs ont découvert qu'il était arrivé à New York le 24 novembre par un bus Greyhound. À l'aide d'une fausse carte d'identité du New Jersey, il s'est inscrit à l'auberge HE New York City Hostel, dans l'Upper West Side, et a payé en espèces. Il y est resté 9 nuits et est parti le 3 décembre. La recherche de Luigi Mangione a pris fin le 9 décembre à Altoona, en Pennsylvanie, lorsqu'un employé de McDonald's l'a reconnu sur des images diffusées par la police de New York et a appelé la police. Il a été arrêté au restaurant, ce qui fait de lui la figure centrale de l'affaire criminelle. La procédure d'extradition devrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les procureurs de New York exerçant une forte pression pour qu'elle soit accélérée. Mangione s'oppose à son extradition et son avocat, Thomas Dickey, a maintes fois clamé l'innocence de son client. Luigi Mangione est actuellement détenu à l'isolement au SC Huntingdon, la plus ancienne prison d'État de Pennsylvanie, située dans le comté de Huntingdon, dans la région des Appalaches. La prison accueille environ 1850 détenus et est presque pleine. Mangione est complètement séparé des autres prisonniers. Il n'a pas de compagnon de cellule. Ses contacts avec les autres sont limités et il est confiné dans une cellule dotée d'une porte solide et d'une petite fenêtre pour la lumière naturelle. Il ne peut voir personne dans son unité ni interagir avec eux. Selon Maria Bivens, porte-parole de l'administration pénitentiaire, les repas quotidiens de M. Mangione sont servis à 6h15, 10h30 et 17h15. D'autres détenus ont qualifié les conditions de détention de terribles. Lors d'une émission en direct sur Banfield, des détenus ont crié à Caprariello, de News Nation, que son état était mauvais. Le petit déjeuner de la prison comprend des fruits, du gruau, du pain, des œufs et du café. Pour le déjeuner, les détenus reçoivent des boulettes de viande de porc-épic, des pommes de terre, du pain et des fruits. Le dîner se compose de macaronis au fromage, de pâtes aux haricots, de tomates à l'étouffée et de brocolis. Lorsqu'on leur a demandé si le dîner était bon, les détenus ont répondu par la négative. La Coalition pour les droits de l'homme a rapporté que 14 hommes placés en isolement ont été aspergés de gaz poivré et sortis de force de leurs cellules au cours d'une manifestation pacifique. Les prisonniers protestaient contre les abus, le racisme, les représailles et l'intimidation des témoins. Bien que Mangione ne soit pas en isolement, il est tenu à l'écart des autres détenus, probablement en raison des charges qui pèsent contre lui. Les autorités s'efforcent de transférer Mangione à New York, mais il essaie de rester en Pennsylvanie le plus longtemps possible. Il a l'intention de contester l'extradition et dispose de 14 jours pour déposer une demande légale, appelée Writ of Habeas Corpus. L'assignation en habeas corpus est une demande légale qui oblige les autorités à faire comparaître une personne détenue devant un juge ou un tribunal. Cela permet à la personne détenue de faire valoir que son emprisonnement est illégal. Si le tribunal estime que la détention est injuste, par exemple en cas d'arrestation injustifiée ou de violation des droits, la personne peut être libérée. Mangione peut déposer une requête en habeas corpus s'il estime que ses droits ont été violés. Si cette requête est acceptée, un juge examinera son dossier pour décider s'il doit être libéré. Si Mangione est transféré avec succès à New York, il pourrait se rendre à la célèbre île de Rikers Island. Rikers Island est située dans l'East River, entre le Queens et le Bronx. C'est l'une des prisons les plus connues des États-Unis. Ouverte en 1932, elle devait à l'origine être une maison de travail, mais elle s'est depuis transformée en un vaste complexe carcéral, accueillant des milliers de détenus, en attente de leur procès ou purgeant de courtes peines. Au fil du temps, Rikers est devenu un symbole des problèmes du système pénitentiaire américain, tels que la surpopulation, la violence et les mauvaises conditions de vie. Une enquête menée en 2014 par le ministère de la Justice a révélé de graves problèmes, notamment un recours excessif à la force, l'absence de soins médicaux et de santé mentale appropriés, la surpopulation et le recours fréquent à l'isolement. Le ministère de la Justice a également constaté des problèmes dans la gestion de l'établissement et dans la manière dont les détenus, en particulier les plus vulnérables, sont traités. Les efforts pour améliorer la situation ont été lents, ce qui a conduit à des discussions sur la fermeture de Rikers
et son remplacement par des installations plus petites, basées sur la communauté. Pour Luigi Mangione, c'est la procédure d'extradition qui décidera s'il sera envoyé à Rikers Island. S'il est extradé à New York, il pourrait invoquer une défense psychiatrique, affirmant qu'il était émotionnellement perturbé lors de la fusillade. Cette défense pourrait réduire l'accusation de meurtre à celle d'homicide involontaire. En attendant d'en savoir plus sur cette affaire, de nombreuses informations ont été révélées sur la famille de Mangione et si l'on peut dire, ce n'est pas très réjouissant. Nouvelle révélation sur le passé familial louche de Luigi. Luigi Mangione est issu d'une famille riche et connue de Baltimore. Il est l'un des 37 petits-enfants de Nick Mangione Sr., un promoteur immobilier millionnaire qui est décédé en 2008. Nick Mangione Sr. a eu 10 enfants, dont le père de Luigi. La famille Mangione possède plusieurs propriétés importantes, telles que Turf Valley Resort à Ellicott City et Hayfields Country Club à Hunt Valley, dans le Maryland. Elle s'est également impliquée dans l'immobilier, les maisons de retraite et les stations de radio, et a soutenu les entreprises locales du secteur de la santé au fil des ans. Le parcours de Nick Mangione Sr. est une véritable source d'inspiration. Après avoir perdu son père à l'âge de 11 ans, il a commencé à travailler, puis a servi comme entrepreneur dans la marine pendant 20 ans. Avec sa femme, Mary Mangione, il a mené une carrière fructueuse en tant que propriétaire de maisons de retraite et d'hôpitaux. Ensemble, ils ont fondé Lorien Health Service, qui gère aujourd'hui 9 établissements de soins et d'aide à la vie autonome dans le Maryland. Dans les années 1970, Nick et Mary Mangione ont transformé le Turf Valley Country Club en une communauté de golfeurs et un centre de villégiature. Dans les années 1980, ils se sont agrandis en ajoutant le Hayfields Country Club, un endroit populaire pour le golf et les mariages. Ils possèdent également des stations de radio comme WBAM, connues pour ses programmes politiques conservateurs. La famille Mangione a des liens étroits avec le Greater Baltimore Medical Center. Les 37 petits-enfants de Nick Mangione Sr., dont Luigi Mangione, y sont nés. La famille a fait don de plus d'1 million de dollars au GBMC, et l'unité d'obstétrique à haut risque porte son nom. Par l'intermédiaire de leur fondation familiale Mangione, ils ont soutenu des organisations catholiques, des universités, des arts, et des institutions telles que le Centre médical Saint-Joseph de l'Université du Maryland, l'hôpital de recherche St. Jude pour enfants et l'Institut Kennedy Krieger. Le cousin de Luigi Mangione, Nino Mangione, est législateur républicain dans l'État du Maryland depuis 2019. La famille est active dans la politique locale et a soutenu des initiatives telles que l'allègement de l'impôt foncier pour les anciens combattants handicapés et les membres de l'armée. Luigi a obtenu son diplôme de major de promotion à l'école privée Gilman School de Baltimore en 2016. À Gilman, il a dirigé l'équipe de robotique, obtenu une bourse d'études en 2014 et fait du bénévolat à Lorien Health Systems, selon son profil LinkedIn. Un ancien camarade de classe qui a demandé à rester anonyme a déclaré à CBS News qu'il connaissait Mangione depuis le collège et qu'il était resté proche de lui jusqu'au lycée. Le camarade de classe l'a décrit comme quelqu'un d'apprécié et qui n'avait pas d'ennemis. Bien qu'ils se soient perdus de vue après le lycée, ils ont exprimé leur sympathie à l'idée qu'il soit une personne d'intérêt dans la fusillade. La police de New York a reçu plus de 200 informations pendant la chasse à l'homme, mais aucune ne mentionnait Luigi Mangione. Sa famille, y compris son cousin Nino Mangione, s'est déclaré choqué et attristé par son arrestation. Ils ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas faire beaucoup de commentaires, car les seules informations dont ils disposaient provenaient des médias. Nino a partagé la déclaration de la famille sur les médias sociaux, demandant des prières pour la famille de Brian Thompson et toutes les personnes touchées par l'incident. Cependant, rien ne prouve que la famille ait fourni des informations à la police de New York et on ne sait pas exactement pourquoi aucun d'entre eux n'a reconnu Luigi sur les images de surveillance. Un ancien camarade de lycée, Freddie Leatherbury, a suggéré que les cheveux bouclés cachés de Luigi sur les images auraient pu le rendre plus difficile à identifier. Freddie Leatherbury a qualifié la situation de surréaliste et a déclaré qu'il n'arrivait pas à croire que Luigi était devenu le tueur le plus célèbre du pays. Un autre ami, Harry Menon, qui faisait partie de l'équipe de robotique du lycée avec Luigi, a déclaré que la nouvelle avait été un énorme choc pour tout le monde. Thomas Maronick Jr., ami de la famille et animateur radio dans le Maryland, a qualifié l'arrestation de stupéfiante et a félicité la famille Mangione pour son engagement au sein de la communauté. R.J. Martin, l'ancien colocataire de Mangione, a été choqué par la nouvelle. Il l'a décrit comme une personne non violente et a également révélé que Mangione avait déjà été opéré d'une blessure au dos causée par une leçon de surf. Les forces de l'ordre ont noté que Mangione se distinguait des clients du McDonald's d'Altoona par ses sourcils marqués et le masque médical qu'il portait. Toutefois, il semble que sa famille n'ait fourni aucun renseignement aux autorités. Cela a suscité des critiques, notamment de la part de l'émission Morning Joe de MSNBC, qui s'est demandé pourquoi la famille ne l'avait pas dénoncé.
John Kelly, spécialiste des profils criminels, a fait remarquer qu'il n'est pas rare que des proches d'un suspect évitent de le dénoncer, surtout s'ils ne croient pas que cette personne puisse commettre de tels actes de violence. Toutefois, certains indices laissent penser que la famille de Mangione aurait été impliquée dans des activités suspectes par le passé. Mangione Senior était un homme d'affaires vif et agressif qui avait la réputation d'être colérique. Les gens le décrivaient souvent comme l'incarnation de la colère et l'accusaient d'intimidation dans ses relations d'affaires. En fait, la rumeur veut qu'il ait des liens avec la mafia, rumeur qu'il n'a pas démentie. Dans les années 1970, il s'est senti victime de discrimination dans les country clubs en raison de ses origines italiennes, et Mangione Sr. a donc décidé d'acheter son propre terrain de golf. C'est ainsi qu'il a acheté le Turf Valley Country Club dans le comté de Howard. Sa nature combative s'étend à des incidents controversés. En 1988, après que son neveu, directeur du centre de villégiature, a laissé un message vocal raciste à un membre local de la NAACP, Mangione Sr. a réduit son implication dans la communauté. Il a retiré un don à un hôpital local, a mis fin à sa participation à des programmes caritatifs et a empêché l'équipe de golf d'un lycée voisin d'utiliser gratuitement le centre de villégiature. Mangione Sr. admettait ouvertement son tempérament, déclarant un jour « Si les gens me traitent équitablement, nous nous entendons bien. Mais s'ils mentent, je m'emporte. » Thomas J. D'Alessandro, ancien maire de Baltimore, a décrit Mangione Sr. comme un père de famille dévoué au grand cœur, tout en admettant que Mangione pouvait être un peu dur sur les bords et qu'il avait une personnalité agressive. La famille Mangione a également fait l'objet de critiques liées aux questions mentionnées dans le manifeste de Luigi. Leur entreprise de maison de retraite a été confrontée à de graves problèmes. Au moins 2 de ces établissements ont été mal notés par Medicare en raison d'inspections sanitaires et de problèmes de qualité de vie. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a signalé un établissement, le Lorien Nursing and Rehab Center à Bel Air, pour mauvais traitement à la suite d'une inspection. Le rapport cite de nombreux incidents, dont celui du 24 août 2023, au cours duquel une aide-soignante gériatrique a jeté une sonnette d'appel à un résident qui avait besoin d'aide dans la salle de bain, l'avertissant de ne pas appuyer à nouveau sur le bouton. Le rapport accuse également la même infirmière auxiliaire d'avoir traité un autre patient avec trop de brutalité, provoquant une douleur qui a nécessité du Tylenol pour le soulager. Si l'infirmière générale a été licenciée pour l'incident lié à la sonnette d'appel, l'inspection a révélé que l'établissement n'avait pas veillé à ce que son personnel reçoive une formation adéquate en matière de maltraitance, l'infirmière en question n'ayant pas suivi la formation annuelle obligatoire depuis 2020. La maison de repos Lawrence Columbia a également été condamnée à de lourdes amendes en raison de graves problèmes de gestion. Des plaintes ont été déposées par des résidents au sujet des réponses tardives du personnel, certains attendant près d'1 heure pour obtenir de l'aide. Il a également été constaté que l'établissement n'avait pas réussi à prévenir les abus physiques et mentaux à l'encontre des résidents. Au cours des 6 dernières années, l'établissement de Lorien à Bel Air a reçu 24 citations sanitaires. Ce chiffre est presque 3 fois supérieur à la moyenne nationale de 9,6. En juillet, l'établissement de Lorien à Columbia a été condamné à une amende de 24 680 $, après qu'une inspection du HHS a révélé de nombreuses infractions en matière de santé et de sécurité. Celle-ci comprenait une mauvaise communication entre les membres du personnel, une négligence dans les soins aux patients et des incidents causant de la détresse aux résidents. Dans un cas, un résident a été laissé nu et sans surveillance, ce qui a conduit à une rencontre embarrassante avec un autre résident du sexe opposé. En juin, Lorien Health Services a accepté de payer 55 192 $ pour avoir prétendument employé une personne sans licence qui a utilisé des références volées pour se faire passer pour une infirmière. L'entreprise a également retardé la déclaration et la restitution des paiements Medicare et Medicaid pour les services fournis par l'imposteur. Malgré ces problèmes dans ces établissements de Columbia et de Bel Air, Lorien reste parmi les 19% de maisons de retraite les plus performantes, selon le classement 2025 de l'US News & World Report. L'examen public de l'entreprise s'est intensifié à la suite du manifeste de M. Mangione, dans lequel il condamnait la cupidité du secteur des soins de santé et des assureurs privés. Les réactions en ligne à la mort de Brian Thompson aux mains de Mangione ont été intenses. De nombreux Américains ont réagi avec colère et dérision à l'égard de M. Thompson et de United Health Group. Compte tenu des critiques dont l'entreprise et son PDG ont déjà fait l'objet, cette réaction n'est pas surprenante. Qui est Brian Thompson et pourquoi tout le monde semble le détester? Brian Thompson a obtenu le diplôme de meilleur élève du lycée South Hamilton à Jewel Junction, près d'Ames, en 1993. Il s'est ensuite inscrit à l'université de l'Iowa, UI, à Iowa City, où il a rencontré sa future épouse.
En 1997, il a obtenu un diplôme en administration des affaires avec une spécialisation en comptabilité et a été élu major de sa promotion. Lui l'a ensuite récompensé pour avoir obtenu son diplôme avec la plus haute distinction, ce qui signifie que sa moyenne générale était égale ou supérieure à 3,95. De 1997 à 1404, M. Thompson a travaillé chez PricewaterhouseCoopers en tant que manager au sein du groupe de conseil en transactions. En 2004, il a rejoint United Health Group, où il a travaillé sur les programmes de santé du gouvernement américain, tels que Medicare et Medicaid, ainsi que sur d'autres programmes d'assurance maladie. Brian Thompson était l'un des principaux dirigeants du United Health Group. Il a passé plus de 20 ans à s'élever pour devenir l'un des cadres les plus influents du pays dans le domaine de l'assurance maladie. Il prenait régulièrement la parole lors des appels de résultats de United Health et des événements organisés à l'intention des investisseurs, et il était très respecté à Wall Street. Sous la direction de M. Thompson, United Healthcare est restée la plus grande compagnie d'assurance maladie d'Amérique. Le chiffre d'affaires de l'entreprise devrait avoisiner les 300 milliards de dollars en 2024. Avec d'autres cadres supérieurs, il s'est concentré sur l'expansion de Medicare Advantage. United Healthcare compte environ 9,5 millions de personnes dans ses plans. Medicare Advantage, ce qui représente près de 30% du marché. Elle fournit ou gère l'assurance de plus de 50 millions de personnes au total. Le meurtre de M. Thompson a suscité colère et frustration à l'égard du secteur de l'assurance maladie aux États-Unis. Nombreux sont ceux qui considèrent que ce secteur contrôle l'accès aux soins vitaux. Les médias sociaux ont été inondés de commentaires sombres, les gens partageant leur frustration face aux demandes de remboursement refusées, aux coûts d'assurance élevés et aux besoins de santé non satisfaits. Le meurtre a également suscité des inquiétudes quant à la sécurité des dirigeants d'entreprises. Les experts avertissent que cela pourrait conduire à des changements importants dans la façon dont les entreprises protègent leurs cadres. Ce meurtre a mis en évidence la profonde méfiance et la colère de nombreux Américains à l'égard du système de santé qui est le plus cher du monde. Malgré ses coûts élevés, de nombreux patients sont confrontés à des procédures d'approbation complexes, à des refus de remboursement et à des factures médicales écrasantes. Le mécontentement du public à l'égard du système de santé n'a jamais été aussi grand. En fait, les sondages montrent que la satisfaction à l'égard de la qualité des soins de santé n'a jamais été aussi faible depuis 2001. Brian Thompson a été critiqué par le passé pour son projet de ne plus prendre en charge certaines visites aux urgences jugées inutiles par la compagnie. Le directeur général de l'American Hospital Association a répondu par une lettre ouverte. Il y déclare que nous ne devrions pas attendre des patients qui manquent d'expertise médicale, qu'ils déterminent si leur situation peut être qualifiée d'urgence. Il prévient que menacer les patients de sanctions financières pour avoir fait le mauvais choix pourrait les décourager de recourir aux soins d'urgence. United Healthcare a réagi en retardant la mise en œuvre de ce changement. La société a été critiquée pour ses refus de remboursement, accusée d'utiliser des algorithmes pour rejeter des traitements et de refuser de couvrir les soins infirmiers pour les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral. La société fait souvent l'objet de critiques pour la manière dont elle traite les demandes de remboursement. Un cas bien connu concerne Christopher McNaughton, un étudiant atteint de colite ulcéreuse. United Healthcare a d'abord pris en charge son traitement, mais a ensuite refusé de le couvrir, lui laissant plus de 800 000 $ de frais médicaux. La famille de M. McNaughton a intenté un procès qui a révélé des documents internes de l'entreprise, notamment des courriels et des conversations enregistrées. Ces documents montrent comment United Healthcare s'est efforcé de réduire les coûts des soins, alors même que ses bénéfices atteignaient des sommets. United Healthcare a été poursuivi en justice après qu'il a été révélé que ses employés ont menti sur des résultats importants et ont ignoré les avertissements des médecins lorsqu'ils ont modifié le régime d'assurance médicaments de Mme McNaughton. La société a caché des rapports médicaux et a fait appel à des médecins payés par l'assureur pour approuver des décisions sans les examiner correctement. L'affaire a été réglée et United Healthcare a accepté de couvrir les frais de traitement de Mme McNaughton. Une enquête du KFF a révélé que près d'un quart des consommateurs dont les demandes d'assurance ont été rejetées ont subi des retards importants dans la réception des soins médicaux, et qu'à peu près, le même nombre n'a pas pu recevoir de soins du tout. En conséquence, de nombreux consommateurs ont déclaré que leur état de santé s'était dégradé. Les retards dans les soins dus à des refus d'assurance peuvent également avoir un impact sur la santé mentale. Selon une enquête du Fonds du Commonwealth réalisée en 2023, 80% des adultes étaient inquiets ou anxieux à propos des retards de soins pour eux-mêmes ou pour un membre de leur famille. Les plans Medicare Advantage, y compris ceux de United Healthcare, ont été critiqués pour avoir refusé ou retardé des soins, même lorsque les demandes étaient conformes aux règles de Medicare.
Un rapport publié en 2022 par le ministère de la Santé et des Services sociaux et les législateurs a révélé que les assureurs refusaient parfois des soins, même s'ils étaient recouverts par Medicare. Le principal problème est que les plans Medicare Advantage peuvent avoir une incitation financière à refuser des services et des paiements aux prestataires de soins de santé afin d'augmenter leurs profits. Les assureurs reçoivent un paiement fixe par patient, quels que soient les soins dont il a besoin. L'entreprise a également été fortement critiquée pour avoir augmenté de manière significative le nombre de refus de soins pour ses membres Medicare Advantage. Entre 2020 et 2022, l'entreprise a plus que doublé le taux de refus de soins après un séjour à l'hôpital. Cette augmentation s'est produite après qu'elle a commencé à utiliser la technologie pour automatiser le processus d'approbation. En comparaison, d'autres assureurs comme Humana n'ont enregistré qu'une hausse de 54% des refus au cours de la même période. Le sénateur Richard Blumenthal du Connecticut, qui dirige la sous-commission chargée d'enquêter sur cette question, a critiqué les assureurs qui continuent de refuser des soins aux personnes âgées vulnérables afin d'augmenter leurs profits, malgré les protestations du public. En mai 2024, le Fonds de pension des pompiers d'Hollywood, en Floride, a intenté une action en justice contre M. Thompson et 2 cadres supérieurs du United Health Group. L'action en justice affirme qu'ils ont commis une fraude et un délit d'initié. Ils n'auraient pas révélé que le ministère américain de la Justice enquêtait sur la société et aurait vendu des options d'achat d'actions avant que l'enquête ne soit rendue publique. Selon la plainte, Thompson et Hemsley ont vendu des actions UHC pour un montant total de 120 millions de dollars, 4 mois avant que les actionnaires de UHC et le public n'apprennent l'existence de l'enquête. Anthony Zenkous, conférencier à l'Université de Columbia, a rappelé la triste réalité. Des milliers d'Américains meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas accès à des soins de santé adéquats. Il a critiqué le système qui permet à des dirigeants de compagnies d'assurance, comme Brian Thompson, de faire des bénéfices, alors que les gens continuent de souffrir et de mourir. Un médecin qui s'est adressé aux journalistes a déclaré qu'il estimait que la personne responsable de la mort de M. Thompson devait être traduite en justice, mais qu'il n'éprouvait aucune sympathie pour M. Thompson. Ils ont affirmé que les actions de son entreprise avaient causé d'immenses souffrances et entraîné la perte de millions de vies. Quelques jours seulement après le meurtre, Mangione est devenu un héros en ligne, les internautes lui donnant le surnom de l'ajusteur. Le McDonald's où il a été arrêté a reçu un flot de critiques négatives. Un tweet viral d'un ingénieur qui a aidé à retrouver le suspect grâce aux données de Citybike a suscité des réactions mitigées, certains qualifiant l'ingénieur de mouchard. Après la mort de M. Thompson, United Health Group, la société propriétaire de United Healthcare, a publié une déclaration sur Facebook pour présenter ses condoléances. Cependant, malgré la désactivation des commentaires, environ 90 000 utilisateurs ont réagi avec un emoji de rire. Que cela plaise ou non, la mort de Brian Thompson a amené tout le monde à se poser des questions importantes. Dans l'attente de nouvelles informations sur l'affaire Mangione, chacun ne peut qu'espérer que le secteur des soins de santé soit soumis à des normes élevées. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.